Bonjour, je suis Marie-Jacquard Handy et dans le cadre de ma recherche doctorale au Canada en 2009, et l'expérimentation a eu lieu à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, je propose depuis 2009 11 entrées pour différencier l'enseignement et l'apprentissage. Et non seulement ça, parce que récemment, avec des mini-recherches que je fais par-ci par-là, j'observe que dans toute activité humaine, ces entrées sont essentielles. Et actuellement, je travaille au niveau de l'innovation médiatique. Alors, merci d'être là. Voici le menu que je te propose dans l'exploration de cette information. Nous allons voir qui a créé Vacoc Calm. Nous verrons ensuite Vacoc Calm et l'innovation en lecture chez les tout-petits. On verra spécifiquement ce qui a changé. Ensuite, je vous parlerai de la résultante du changement et ce qui se passe pour chaque entrée. Qu'est-ce qui se passe pour chaque entrée? Et nous verrons également l'apport de la technologie dans le changement. J'ai eu une bonne discussion avec les intelligences artificielles Gemini et ChatGPT. Alors là, Gemini surtout me propose la personnalisation de l'enseignement dans ce projet de différenciation. Alors, moi, je propose 11 entrées. Est-ce que la technologie peut regarder les 11 entrées et proposer un projet avec les entrées bien orchestrées pour chaque apprenant? Alors ça, c'est une tâche titanesque, mais peut-être qu'avec les technologies, on va y arriver. Et je vous parlerai de ce qui s'en vient dans le futur et nous verrons la conclusion. Merci d'être là. Bonjour. Alors, qui a créé Vacoc Calm MS? Maria Montessori, en 1906, nous a offert 4 entrées. L'entrée visuelle, l'entrée auditive, l'entrée kinesthésique et l'entrée tactile. Ces 4 entrées avaient 3 sens: la vue, l'audition et le toucher. Au début du 21e siècle, en 2009, dans le cadre de ma recherche doctorale à l'Université de Montréal, j'ai revu les entrées de Maria Montessori avec les données de notre temps et je propose aujourd'hui 11 entrées qui incluent les 4 de Maria Montessori. Alors, nous avons l'entrée visuelle, l'entrée auditive, l'entrée kinesthésique, l'entrée olfactive, l'entrée gustative, l'entrée tactile, l'entrée cognitive, l'entrée affective, l'entrée ludique, l'entrée métacognitive et la métacognition stratégique. Et dans le cadre de nos récentes recherches, nous avons observé que ces entrées sont essentielles dans toute activité que l'on désire réaliser avec l'humain afin de toucher tous les humains et inclure toutes les variables chez l'humain. Ces variables qui sont les entrées sont des éléments infiniment petits chez l'humain, comme en physique quantique qui travaille sur les atomes et les particules. Ici, chez l'humain, on devrait tout le temps aller solliciter les 5 sens de l'humain et les entrées que nous proposons. Alors, bonne exploration pour la suite. Merci beaucoup. Nous réfléchissons maintenant sur ce qui a changé dans cette offre en lecture chez les tout-petits. Est-ce la forme? Est-ce le comportement des parents? On aimerait bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez les enfants? Est-ce que les maisons d'édition ont fait quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux? Mais c'est ce que nous allons voir. Regardons maintenant les changements. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Nos observations révèlent un changement radical dans l'engagement des jeunes enfants envers la lecture.
Grâce aux innovations éditoriales, c'est-à-dire des maisons d'édition, les livres sont devenus des véritables objets d'exploration, suscitant un intérêt spontané chez les tout-petits. Les fonctionnalités tactiles, auditives et ludiques proposées par ces nouveaux supports encouragent l'autonomie et la curiosité des enfants qui manipulent les livres avec enthousiasme. Bien que la maîtrise de la lecture reste à acquérir, ces nouvelles expériences favorisent un attachement précoce au livre et préparent le terrain pour des apprentissages plus complexes. Les enfants peuvent désormais choisir leurs livres seuls et les explorer de manière ludique. C'est toute une merveille. Ils peuvent découvrir des textures, des sons et des images animées. Ils peuvent manipuler les pages de différentes manières, tirage de languettes, pression sur des boutons pour entendre des chansons, tourner les pages car elles sont beaucoup plus épaisses, développer leur motricité fine grâce à des activités manuelles. Ces expériences favorisent un attachement précoce à la lecture et contribuent à développer leur curiosité. Cependant, l'accompagnement des adultes reste essentiel pour donner du sens aux images et aux textes et pour aider les enfants à acquérir les compétences de base en prélecture. Il y a aussi plusieurs entrées qui ne sont pas encore investies dans les livres et demeurent implicites parce que le parent peut les apporter au courant du projet de lecture avec le tout petit. En tout cas, c'est formidable, ce sont des merveilles et nous avançons. Bonjour. Alors, la recherche nous aide à confirmer la véracité de ce que nous faisons déjà ou nous proposer ce que nous devons commencer à faire. C'est ce que nous avons fait. À nous proposer à l'humanité 11 entrées qui serviront à différencier les activités dans n'importe quel domaine chez l'humain. Car nos entrées ont les 5 sens qui font de l'humain ce qu'il est. Mais la recherche doit se poursuivre. Et les questions que nous proposons pour les prochaines recherches sont les suivantes. Le rôle des parents. Comment les parents peuvent-ils tirer parti de nos 11 entrées? Également, les bénéfices pour le développement de l'enfant. Quelles sont les compétences que l'enfant développe grâce à ces nouvelles entrées? Nous avons prouvé au niveau de l'orthographe que l'entrée ludique était essentielle pour aider les élèves à apprendre l'orthographe lexicale, qui n'est pas du tout facile dans la langue française. Merci. C'est quoi la résultante? Qu'est-ce qu'il en résulte? Mais il en résulte l'autonomie des enfants. Les enfants sont désormais plus actifs dans leur découverte des livres. Il y a les nouvelles fonctionnalités. Les livres proposent des expériences sensorielles et interactives. Il y a également l'intérêt pour la lecture. Les enfants sont plus attirés par les livres et les manipulent avec plaisir. Il y a également un impact, un résultat sur le rôle de l'adulte. L'accompagnement des adultes reste essentiel pour donner du sens à la lecture. Il en ressort des nouvelles questions de recherche pour ceux et celles qui s'intéressent à la littératie chez les tout-petits. C'est l'impact de nouvelles technologies. Comment les livres numériques et les applications peuvent-ils permettre aux parents et éducateurs d'enrichir l'activité de lecture chez les tout-petits avec VacocCalm MS? La santé nous a dit pas d'écran
avant 2 ans. Il y a déjà plusieurs parents qui respectent ceci. Mais à partir de 3 ans, il y a des choses à faire parce que la technologie est incontournable. Mais comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser sans qu'elle soit si nocive? Parce qu'au niveau de l'intégration des entrées, la technologie a fait des grands efforts. On voit qu'au niveau, par exemple, de l'entrée auditive, le parent n'était presque plus nécessaire à être là pour lire le livre à l'enfant. Et quand la tablette ou la technologie lisait, elle pouvait aller chercher les éléments des autres entrées pour les intégrer dans ce projet de lecture. Mais il y a du travail à faire. Également, le rôle des parents et des éducateurs. Quelles sont les meilleures pratiques pour accompagner les jeunes enfants dans leur découverte de la lecture en utilisant VaCalm MS? Il y a du travail à faire. Il y a des entrées qui ne sont même pas encore là dans les textes de lecture chez les tout petits. Alors, on a du travail à faire. Alors, l'impact de tout ce travail, cette proposition de la recherche au niveau des sens, des entrées, qu'est-ce que ça donne? Ça donne toute une évolution au fil du temps. Maria Montessori, pionnière de l'éducation moderne, a identifié en 1906 quatre entrées, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et près d'un siècle plus tard, Marie-Jacques Arandi, moi-même, a élargi ces entrées en nous offrant aujourd'hui 11 entrées que nous connaissons. Et on sait pertinemment que la recherche scientifique a contribué beaucoup dans cette évolution-là et également la technologie. Comment contourner la nocivité des écrans chez les tout-petits? C'est dans l'entrée ludique que nous avons davantage identifié l'utilisation des écrans. Maintenant, de toutes nos 11 entrées, l'entrée ludique est celle qui nécessite l'utilisation des nouvelles technologies, même si les autres en bénéficient autant. En effet, si l'on souhaite tirer parti des avantages des nouvelles technologies pour faire un meilleur usage de nos 11 entrées sans compromettre le développement des tout-petits, il est nécessaire de trouver des solutions pour atténuer les effets négatifs des écrans que l'on suggère d'introduire à 3 ans. Avant 2 ans, pas d'écran. Il y a déjà beaucoup de parents qui respectent cette directive qui vient de la santé. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de 3 ans? Limiter le temps d'écran. Il est essentiel de fixer des limites claires quant à la durée et à la fréquence d'utilisation des écrans, que ce soit à la maison ou en salle de classe. Choisir des contenus de qualité. Privilégier des applications et des logiciels éducatifs qui stimulent la créativité, la réflexion et l'interaction sociale. Déjà, avec nos 11 entrées, on serait en chemin pour respecter cette directive. Accompagner l'enfant. Être présent lors de l'utilisation des écrans pour expliquer, interagir et poser des questions. Alors, j'ai composé cette directive avec l'intelligence artificielle Gemini. Varier les activités, c'est-à-dire alterner le temps d'écran avec les activités physiques, créatives et sociales. Et nos entrées sont là pour vous guider. Développer des livres hybrides, créer des livres qui combinent des éléments physiques et numériques pour offrir une expérience riche et interactive sans trop recourir à l'écran. Utiliser des écrans comme outil pédagogique. Intégrer les technologies dans des activités éducatives plus larges en les plaçant au service de l'apprentissage plutôt qu'au service de l'attention. Choisir les livres qui offrent l'usage d'une ou de plusieurs entrées. On a du travail à faire, mais je peux vous garantir, nos 11 entrées sont là pour vous guider.
Quelles sont les entrées les plus impliquées dans ce changement? En tout cas, on observe une évolution significative dans l'éveil en lecture chez les tout-petits. Mais quelles sont les entrées chanceuses que les maisons d'édition ont dit où la technologie a favorisé l'utilisation? En tout cas, nos recherches menées en 2023-2024 auprès de jeunes enfants de 8 mois à 2 ans, ainsi que les témoignages de leurs parents, révèlent une évolution significative dans le domaine de la lecture pour les tout-petits. Les entrées visuelles, auditives, tactiles et ludiques sont proposées explicitement aux tout-petits. Maintenant, il y a encore plein de livres. Tous nos anciens livres, la majorité, n'ont pas ce changement. Je parle ici de quelques livres sur le marché. Mais j'espère dans le futur que tous les livres pour les tout-petits auront intégré ces changements. Quelles sont alors les entrées? On a vu l'entrée visuelle, l'entrée tactile, l'entrée auditive et l'entrée ludique et l'entrée cognitive. Mais l'entrée cognitive a davantage été utilisée au niveau de la technologie. Donc, puisqu'on ne s'attend plus à voir d'écran chez les tout-petits de 0 à 2 ans, disons qu'il faudrait retourner dans le livre pour intégrer ces entrées. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est l'innovation au service de la lecture. Les maisons d'édition ont su saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies pour proposer des ouvrages de plus en plus interactifs et personnalisés. En collaboration avec l'intelligence artificielle Gemini, nous avons identifié la personnalisation comme un élément clé pour stimuler l'intérêt des jeunes lecteurs. Pour les tout petits de moins de 2 ans, cette personnalisation impliquerait que le même livre ait plusieurs modèles, en tout cas, le même livre, le tome 1 peut intégrer 3 ou 4 entrées, tome 2, différentes autres entrées. En tout cas, il faudrait jouer là-dessus. Nos 3 présentations YouTube témoignent de l'engouement suscité par ces nouveautés. Chaque enfant affectionne 1, 2 ou 3 entrées qui diffèrent de celles des membres de sa famille ou de ses amis. Il faut conséquemment la prioriser dans toute action avec lui. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on observe? C'est un partage élargi des expériences de lecture. Avant 2000, c'est-à-dire avant le début du 21e siècle, avant notre thèse, l'enrichissement de la lecture reposait principalement sur l'initiative des adultes chez les tout-petits. Aujourd'hui, grâce aux innovations éditoriales, les enfants peuvent explorer les livres de manière plus autonome, sollicitent ainsi leurs différents sens, la vue, le toucher. Il faut les voir, ceux qui n'ont pas encore 2 ans, s'en aller vers la boîte des livres, deviner quoi, quels sont les livres qu'ils vont choisir, mais ceux qui ont intégré les différentes entrées tactiles, visuelles, auditives et ludiques. C'est très clair. Également, ça facilite la tâche des adultes, on l'a déjà dit. Ces nouvelles ressources offrent aux parents, enseignants et éducateurs de nouveaux outils pour accompagner les enfants dans leur découverte. Bien que l'utilisation d'écrans soit modérée, les livres audio et les applications interactives peuvent constituer de précieux compléments aux lectures traditionnelles
en s'assurant qu'ils intègrent nos 11 entrées. Alors, les livres anciens seront toujours utiles parce que le parent sera là pour rendre explicite toutes les entrées. C'est possible. Merci. Qu'est-ce qui a changé pour chacune des entrées? Commençons par l'entrée visuelle. La vision a été au service de la compréhension en lecture tout le temps. Je pense pas nécessairement, parce que dans les temps anciens, c'était surtout le texte. Alors, même l'introductif n'avait jamais été explicite jusqu'au XXe siècle, où l'image a commencé. En tout cas, les livres pour enfants bénéficient grandement des avancées technologiques. L'entrée visuelle est particulièrement stimulée par le graphisme numérique et l'utilisation assistée par ordinateur qui permettent de créer des images plus vivantes et attrayantes. Les technologies immersives telles que la réalité virtuelle et augmentée enrichissent encore davantage l'expérience de lecture en offrant aux enfants des contenus interactifs et personnalisés. En tout cas, l'image était toujours là parce que l'image, pour l'enfant qui voit, il pouvait voir l'image puis reconnaître les éléments de son vécu dans l'image. Donc, l'entrée visuelle a toujours été explicite lorsque la technologie a permis aux maisons d'édition de créer des images. L'entrée auditive a été la deuxième à être explicite dans les livres chez les tout-petits. L'audition pour la clarté, l'intérêt et la motivation en lecture. L'un des apports les plus significatifs concerne l'entrée auditive. Ce sont les outils pour les humains avec une perte partielle ou totale de l'audition. Ça, c'était vraiment une innovation technologique importante. De plus, grâce aux enregistrements audio, les enfants peuvent désormais écouter des histoires à tout moment et en tout lieu, que ce soit sur les cassettes, les lecteurs MP3 ou en ligne. Les intelligences artificielles permettent même de reproduire la voix d'un parent pour offrir un sentiment de familiarité et de réconfort aux plus jeunes. Alors, dans le temps, moi, je proposais souvent aux parents de faire un enregistrement des textes qu'ils lisent, tous les livres de leurs enfants, les mettre sur cassette. Comme ça, lorsqu'ils s'en vont en voyage, l'enfant peut écouter le texte de son enfant ou l'écouter dans l'auto lorsque la maman l'amène à l'école et que le papa est absent, ou lorsque le papa l'amène à l'école et que la maman est absente. En tout cas, l'entrée auditive, maintenant dans les livres, l'élève peut appuyer sur un petit bouton et écouter la chanson du texte. C'est vraiment intéressant et passionnant. L'entrée kinesthésique, c'est l'importance de l'activité physique chez le jeune enfant. Tout ce qui est kinesthésique, du mouvement, les activités du corps, on parle du schéma corporel, de toutes les activités qui impliquent le corps. L'apprentissage par le mouvement est au cœur du développement de l'enfant. Si les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités pour bouger, les activités en plein air et les approches pédagogiques traditionnelles comme celle de Freinet restent essentielles. Les activités en centre de motricité, les sorties en nature et les siestes favorisent un développement harmonieux du corps et de l'esprit. Pour rendre la lecture plus engageante
Il est temps d'explorer de nouvelles voies. Les technologies vestimentaires telles que les gants et les combinaisons proprioceptives pourraient transformer l'expérience de lecture en créant une immersion sensorielle totale. En associant le contenu d'un texte à des sensations tactiles, ces outils pourraient stimuler l'imagination et la compréhension des plus jeunes. Alors on s'attend à ce que des livres pour les tout petits offrent réellement des activités de motricité globale, de motricité fine, un texte qui montre des images de ce que l'enfant doit faire en regardant l'image. Alors tu regardes, tu vois un enfant qui saute, tu sautes, un enfant qui fait ceci avec son corps, tu le fais, un enfant qui montre des éléments avec ses mains, l'enfant répète. Il y a plein de choses que les maisons d'édition peuvent offrir à cette clientèle des tout petits. Et ces propositions mettent en avant l'importance de l'expérience sensorimotrice dans le développement de l'enfant, le potentiel des technologies vestimentaires pour rendre la lecture plus dynamique et immersive, la complémentarité entre les approches traditionnelles et les nouvelles technologies. En tout cas, pour l'entrée kinesthésique, tout est à faire. On a à commencer surtout pour les tout petits. Pour les plus vieux, il y a peut-être des activités, mais là, on sait pertinemment que les écrans ont offert beaucoup, surtout dans YouTube. Si on va là, il y a plein d'activités. Mais comme on ne dit pas d'écran pour les avant 2 ans, bon, il faut être créatif là. Offrir à cette jeunesse-là des activités qui intègrent l'entrée kinesthésique. Eh bien, on va y aller là. Je pense que je suis très optimiste. Bonjour, de toutes les entrées, l'entrée olfactive, l'odorat, le sens de l'odorat, pour cette entrée, tout est à faire dans les livres chez les tout-petits et même dans tous les livres pour la jeunesse. Alors, nous attendons la maison d'édition qui va s'organiser et oser offrir quelque chose aux tout-petits et à la jeunesse. Le potentiel inexploité de l'odorat dans la lecture infantile est un défi pour la lecture numérique et la lecture chez les tout-petits. L'odorat est un sens primordial dans la construction des souvenirs et des émotions. Pourtant, il est souvent négligé dans les supports de lecture destinés aux tout-petits. Comment créer des expériences de lecture multisensorielles qui stimulent à la fois la vue, l'ouïe et l'odorat? Cette question ouvre de nouvelles perspectives pour l'innovation dans le domaine de la lecture numérique. L'odorat, un sens puissant chez l'enfant, est encore peu exploité dans les activités de lecture numérique et des livres physiques. Comment intégrer des stimulations olfactives dans les supports de lecture pour les tout-petits? C'est là un véritable défi pour les innovateurs. Si quelques pistes ont été explorées dans nos recherches, il reste encore beaucoup à faire pour développer des technologies capables de reproduire des odeurs de manière réaliste et hygiénique. Mais c'est un travail titanesque. Il faut faire de la recherche, il faut oser. Il y a en 2009, je n'espérais pas trouver explicitement l'entrée tactile dans les livres pour les tout petits, ni l'entrée ludique dans les livres pour les tout petits. C'était vraiment un rêve très lointain. C'est comme l'odorat demeure un rêve très lointain. Mais on va y arriver. Moi, je suis optimiste. L'entrée gustative, un sens encore peu exploité dans les livres pour enfants et une nouvelle dimension à explorer dans la littérature jeunesse. Tout comme l'odorat, le goût est un sens fondamental chez les tout-petits. Les deux sont explicitement en hibernation en situation d'apprentissage au primaire
et chez les tout-petits. Bien que la cuisine soit enseignée à l'université, l'exploration du goût dans les livres pour enfants reste marginale. Il existe un réel potentiel à développer des supports de lecture qui stimulent également le sens du goût. Cependant, les défis technologiques sont nombreux pour rendre cela possible de manière sûre et hygiénique. Si la formation culinaire est bien établie, l'intégration du goût dans les livres pour enfants est un terrain encore peu exploré. La technologie pourrait ouvrir de nouvelles voies pour stimuler ce sens chez les jeunes lecteurs en proposant des expériences de lecture multisensorielles et en utilisant nos 11 entrées. Néanmoins, des questions d'hygiène et de sécurité se posent quant à l'intégration des substances comestibles naturelles dans les centres de support de lecture. Toutefois, certains rares livres ont commencé à utiliser cette entrée avec des images cartonnées chez les tout-petits. Nos communications sur YouTube les présentent. Les technologies offrent même actuellement, même il y a des expériences sur les livres de recettes pour les bébés et les tout petits. Ça, c'est vraiment intéressant. Il faut aussi dire que l'entrée n'est pas vraiment explicite parce que ce sont les parents qui doivent lire et apporter les variables gustatives dans l'action, dans l'activité. Cette offre-là est à découvrir, mais je suis optimiste. Ça viendra. Nous avons fait plusieurs communications sur notre chaîne YouTube pour démontrer l'entrée tactile qui a fait son apparition dans les livres chez les tout-petits. En tout cas, je vous invite à aller regarder ces communications. C'est toutes sortes de merveilles dans les maisons d'édition. C'est pas mal récent parce que ce que nous avons trouvé commence en 2012. Ça fait pas longtemps, notre recherche a été présentée en 2009. C'est très intéressant ce qui passe avec l'entrée tactile. On peut toucher les images, on peut caresser le poil du chien, du chat. C'est pas mal intéressant. L'enfant peut toucher à un cercle pour faire apparaître la musique. Alors, agir sur le toucher pour accroître l'intérêt à la lecture, oui, c'est possible pour les livres qui le font. Il y a encore plusieurs livres qui sont là de notre passé, qui n'ont pas cette variable tactile dans le texte, mais que les parents apportaient souvent, tenaient le doigt de l'enfant, le faisaient passer sur les mots, puis lui parlaient par exemple des variables tactiles. Grâce aux avancées technologiques, il faut le dire, les éditeurs peuvent désormais intégrer des éléments tactiles dans les livres pour enfants. Ces livres, avec leurs pages épaisses et leurs textures variées, offrent une expérience sensorielle plus riche aux tout petits. Les gants tactiles peuvent-ils être adaptés pour les plus jeunes? Une recherche s'impose, mais c'est pas mal intéressant. Moi je suis très satisfaite là de l'arrivée de cette entrée tactile dans les livres chez les tout petits. Ces enfants au niveau intellectuel sont dans un stade sensorimoteur où les sens ont tellement une importance qu'il s'avère essentiel d'apporter les 5 sens dans les textes pour les enfants. Alors nos entrées, qui sont des entrées sensorielles, devraient être incontournables quand on parle de la lecture ou de n'importe quelle activité qu'on réalise avec ces tout petits. Alors, en 2009, je ne pouvais jamais penser qu'on aurait des avancées de ce genre, mais merci à la technologie et merci aux maisons d'édition qui ont osé. L'entrée cognitive, un apprentissage personnalisé grâce à la technologie. C'est ce que l'entrée cognitive pourrait nous offrir. L'entrée cognitive chez les tout petits, c'est une entrée qui nécessite et nécessitera l'utilisation de la technologie pour le tout petit. C'est bien l'entrée cognitive. Mais les maisons d'édition pourront certainement nous offrir
des merveilles. On ne s'attendait pas à voir quelque chose au niveau de l'entrée tactile, l'entrée auditive, l'entrée ludique. Mais on les a dans les livres. Je pense que c'est possible d'avoir quelque chose à ce niveau-là. Nous avons songé à ça, on a quelques idées, mais il faudrait s'asseoir avec les équipes dans les maisons d'édition pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir à ces tout petits des actions de l'entrée cognitive. On sait qu'ils sont au niveau sensorimoteur, donc il y a quelque chose qu'on pourrait leur offrir. L'entrée cognitive pourra personnaliser l'apprentissage grâce à la technologie, ça c'est certain. Mais pas de technologie avant 2 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors l'entrée cognitive est celle qui bénéficie le plus des avancées technologiques, je l'ai dit. Grâce à l'intelligence artificielle, il sera possible de créer des expériences d'apprentissage sur mesure, adaptées à chaque enfant et à son rythme. Et les outils numériques permettront de diversifier les contenus, de stimuler les différents sons et de prendre en compte les spécificités de chaque individu, âge, besoins particuliers, culture. Cette personnalisation qui était auparavant un défi pour les anciens et les parents deviendrait-il accessible grâce à la technologie? C'est ça qu'il faut voir. Mais au niveau de la cognition, allons voir quelles sont les forces cognitives chez l'enfant de 0 à 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir dans les cahiers, les activités pour qu'il puisse... On peut déjà allier l'entrée tactile qui est déjà là, parce que la technologie le permet, allier l'entrée tactile et l'entrée cognitive. Les deux pourraient aller ensemble dans ce projet. Alors moi, je suis optimiste. Je sais qu'il y aura quelque chose. L'entrée affective, c'est l'émotion au cœur de l'expérience d'apprentissage. La technologie a le potentiel d'enrichir nos interactions en y intégrant une dimension affective. Si aujourd'hui cette dimension se limite souvent à des renforcements positifs, comme les compliments ou les émoticônes, de nombreuses pistes sont explorées pour aller plus loin. En intégrant des éléments affectifs dans les activités numériques ou de lecture avec le livre, chez les tout-petits, nous pouvons créer des expériences plus engageantes et personnalisées. Les plateformes en ligne ont déjà ouvert la voie en proposant des émoticônes qui permettent d'exprimer des émotions de manière simple et intuitive. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour développer des technologies capables de reconnaître et de reproduire de manière adaptée aux émotions des utilisateurs, en particulier les plus jeunes. L'entrée ludique, le jeu et la technologie au cœur de la lecture chez les tout-petits. Pour cette entrée, le jeu et la technologie se sont installés au cœur de la lecture. Mais disons, commencent à s'installer au cœur de la lecture. Parce que les anciens livres n'avaient pas cet élément explicitement. Ce sont les parents et les éducateurs qui l'apportaient. Les avancées technologiques ont révolutionné la manière dont les tout-petits découvrent le plaisir de lire récemment. Ordinateurs, tablettes et smartphones ont ouvert la voie à des expériences de lecture immersive grâce à la réalité virtuelle, la 3D et plus récemment la réalité augmentée. Ce sont des livres minimes quand même, il faut le dire. La majorité des livres n'ont pas encore ça. Même des livres qui sortent, certainement ça ne doit pas être moins cher pour réaliser ces livres avec toutes ces entrées, n'est-ce pas? Alors ces innovations promettent un futur où l'holographie pourrait encore enrichir l'expérience de lecture, les hologrammes. Actuellement au téléphone, on parle à la personne, on peut la regarder sur un écran, mais l'hologramme va pouvoir sortir cette personne de l'écran et qu'on pourrait
voir la personne comme dans les films de Star Wars. Si les écrans sont parfois perçus comme une menace pour le développement des jeunes enfants, il est important de souligner leur potentiel pédagogique lorsqu'ils sont utilisés de manière judicieuse. Les jeux numériques peuvent être de véritables outils d'apprentissage, tout comme les jouets traditionnels. L'essentiel est de trouver un équilibre et d'accompagner les enfants dans leur exploration du monde numérique ainsi que leur éveil en lecture. C'est vrai, quand on pensait jadis à l'entrée ludique, on avait en tête les ordinateurs, les écrans, tout ce qui se passe au niveau de la technologie. Mais puisque la santé nous dit pas d'écran avant 2 ans, alors il faut retourner à nos planches de dessin et recommencer à voir comment est-ce qu'on pourrait amener l'entrée ludique. Mais il y a déjà des innovations avec l'entrée ludique dans les livres pour les tout petits. Le tout petit va faire une action, une activité à mettre son doigt sur un cercle. Et là, bizarrement, la chanson ou le texte la page du texte va être lue par l'enfant. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau ludique. On parle du jeu. Qu'est-ce que l'enfant de 2 ans, de 0 à 2 ans peut faire comme activité ludique là, avec le livre qu'il a entre les mains? C'est ça la question. Alors, mais je pense que les maisons d'édition vont nous apporter des merveilles. Moi, j'ai vu des merveilles cet été. J'ai vu des merveilles depuis à peu près une dizaine d'années. C'est vraiment positif. J'ai beaucoup d'espoir pour cette entrée ludique. Et c'est peut-être une bonne chose là qu'on puisse interrompre la présentation des écrans aux enfants, aux tout petits, en bas de 2 ans. Comme ça va nous forcer à innover. Merci beaucoup. L'entrée métacognitive, la métacognition à l'ère du numérique, enjeux et perspectives. En reprenant les travaux de Flavel qui a introduit le concept de métacognition dans les années 70, on peut définir cette notion comme la capacité à prendre conscience de ses propres processus mentaux et à les réguler. Pour Flavel, il s'agit à la fois de reconnaître ses progrès, ses propres forces et faiblesses cognitives, connaissances déclaratives, et de savoir comment utiliser ces connaissances pour atteindre des objectifs. Ça, ce sont les connaissances procédurales. Et Gomberg ajoute à cette définition l'importance de la conscience introspective et la planification stratégique. Au Québec, il y a Jacques Tardif qui a écrit d'ailleurs des livres sur la métacognition. C'est très, très intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il pense. Il nous a bien décrit c'est quoi les types de connaissances, le quoi les connaissances déclaratives, le comment les connaissances procédurales. Et en tout cas, c'est bien décrit dans ses livres. L'émergence des réseaux sociaux offre un terrain fertile pour développer ces compétences métacognitives. En partageant nos idées et en interagissant avec les autres, nous sommes amenés à réfléchir sur nos propres croyances et à les confronter à celles des autres, ce qui correspond bien à la dimension procédurale de la métacognition telle que définie par Flavel. Cependant, l'utilisation des réseaux sociaux soulève de nombreuses questions quant à la manière d'accompagner les individus, notamment les plus jeunes, dans le développement d'une métacognition critique et responsable. Qui a dit que les plus jeunes n'étaient pas capables d'utiliser la métacognition? Il faudrait aller voir. Moi, je travaille avec les jeunes de 2 ans, de 1 an et demi, 2 ans, pour qu'ils puissent me dire s'ils ont appris quelque chose, qu'est-ce qu'ils n'ont pas appris, qu'est-ce qui les intéresse dans la tâche, pourquoi ça ne les a pas intéressés, quand est-ce qu'ils aimeraient faire ceci ou cela. C'est très, très intéressant d'aller avoir le dialogue et de poursuivre la recherche auprès de cette clientèle pour savoir comment innover avec l'entrée métacognitive dans les textes de lecture chez les tout petits. Moi, j'ai de l'espoir, mais je suis positive.
La métacognition stratégique, un outil pour surmonter les défis cognitifs. La métacognition stratégique permet aux individus de développer des stratégies pour atteindre leurs objectifs, même lorsque les tâches sont difficiles ou désagréables. Par exemple, un enfant qui doit participer à une activité qu'il n'aime pas peut mettre en place des techniques de motivation ou de gestion de stress, à en servir et évaluer constamment leur efficacité. Pour les tout-petits, il est essentiel de développer ces compétences dès le plus jeune âge. Les professionnels de la petite enfance et des développeurs de la technologie éducative ont un rôle crucial à jouer en proposant des activités et des outils adaptés pour favoriser le développement de la métacognition stratégique. Déjà, le renforcement positif immédiat joue souvent ce rôle-là. On demande à l'enfant en bas de 2 ans de faire une activité, on sait très bien qu'il n'aime pas la faire, il n'a jamais aimé ça, il va se mettre à pleurer, à crier, à faire toutes sortes de gestes. Mais on a toujours une stratégie qu'on utilise et qu'on peut lui présenter. Mais avant certaines recherches au niveau de renforcement, utiliser la nourriture, ce qui a été identifié comme inapproprié. Mais il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser. Mais il y a également d'autres. La métacognition stratégique, ce n'est pas seulement le renforcement, mais c'est de présenter l'objet qui va nous permettre de vivre une expérience que nous n'aimons pas et qui va nous permettre de passer à travers cette expérience-là pour atteindre les apprentissages implicites dans cette action. Alors, pour les tout petits, il est essentiel, je disais, de développer ces compétences dès le plus jeune âge. Les professionnels de la petite enfance et des développeurs de technologies éducatives ont un rôle crucial à jouer en proposant des activités et des outils adaptés pour favoriser le développement de la métacognition stratégique. Au niveau des connaissances procédurales, le comment. Pour les enfants de 12 mois à 5 ans, proposer des stratégies avec des éducateurs ou les parents sous forme de papier ou en ligne. Des jeux vidéo éducatifs personnalisés. Imaginez des jeux en lecture où les enfants doivent résoudre des problèmes et faire des choix tout en étant amenés à réfléchir sur leur stratégie et à ajuster leur approche en fonction des résultats. Maintenant, des applications mobiles interactives en lecture. Des applications pourraient proposer des défis cognitifs adaptés à différents âges, tout en offrant des outils pour les enfants, pour que les enfants puissent s'auto-évaluer et réfléchir sur leur processus de résolution en lecture. Actuellement, il y a des jeux mobiles, mais ils ne sont ni en lecture, ni connus pour les tout-petits. Merci. La métacognition stratégique suite. C'est un outil pour surmonter les défis cognitifs, on l'a dit précédemment. Alors, nous parlons ici des stratégies possibles. On peut construire des histoires interactives. Les enfants pourraient participer activement à l'histoire en faisant des choix qui influencent le déroulement de l'intrigue, ce qui les amènera à réfléchir sur les conséquences de leurs décisions. Les livres offrent plusieurs débuts, milieux et fins du livre connus et l'enfant choisit la version que le parent lira pour lui. Ça, c'est intéressant. En tout cas, nous avons exploré des différentes stratégies de ce genre dans nos recherches. Des ateliers de programmation créative. Ça, ce sont des ateliers intéressants. En créant leur propre jeu ou animation, les enfants apprennent à planifier, à résoudre des problèmes et ajuster leur code en fonction des résultats obtenus. Alors, il y a l'importance d'un accompagnement personnalisé, on le voit déjà. Il est essentiel de souligner que ces outils ne doivent pas remplacer l'interaction avec un adulte, mais l'adulte interagit avec l'enfant et l'outil. Les éducateurs et les parents ont un rôle clé à jouer en posant des questions ouvertes ou encourager la réflexion, en modélisant des stratégies de résolution de problèmes, en offrant un soutien personnalisé
pour aider les enfants à surmonter les difficultés. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir au niveau de la métacognition stratégique chez le tout petit. Ça va être intéressant. Il faut se creuser les méninges pour arriver à donner cette offre à notre petite jeunesse. Il y a de l'espoir. Merci. Tous ces changements que nous voyons, nous entendons, que nous regardons dans les menus, que nous touchons, que nous manipulons, que nous essayons de comprendre, hein, que nous anticipons, que nous évaluons l'exactitude ou les avancements, tous ces changements, qu'est-ce qui est imputable à la technologie au début de ce troisième millénaire ou au 21e siècle? En tout cas, il y a des applications interactives, des applications éducatives comme Endless Alphabet ou Monkey Word School Adventure qui offrent des jeux qui aident les enfants à apprendre à lire tout en s'amusant. Il y a des livres numériques, ça c'est bien imputable à la technologie. Il y a les tablettes éducatives avec toutes sortes de jeux, mais on a dit pas avant 2 ans. Alors, on nomme des choses, des outils peut-être qui s'appliqueront maintenant à la jeunesse de 3 à 5 ans, parce que c'est là où se situe notre jeunesse des tout petits. En tout cas, il y a des livres audio et des podcasts qui sont imputables à la technologie. Même le fait d'ajouter les variables tactiles dans le livre, les variables par exemple ludiques dans les livres, c'est toujours imputable à la technologie parce qu'il fallait que les machines soient capables de permettre aux maisons d'édition de produire ces éléments-là. Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire si la technologie n'était pas prête. Il y a les technologies de l'intelligence artificielle. On les connaît actuellement. Moi, j'ai discuté avec 2. Intelligence artificielle, Gemini et ChatGPT. Il y a les lectures électroniques interactives. Il y a les lecteurs, électroniques interactifs. Il y a les livres à réalité augmentée. Moi, j'ai connu ça dans une de mes écoles où j'étais directrice, où la jeunesse de la première à la 3e année adorait venir faire des lectures avec des livres en réalité augmentée. Il y a les histoires personnalisées, hein, des histoires où tu t'en vas dans une maison d'édition, tu donnes le nom de ton enfant et on fait de ton enfant un des personnages du livre. C'est pas mal intéressant. Il y a les robots éducatifs, il y a la lecture par reconnaissance vocale, il y a les programmes de lecture en ligne, il y a les livres sensoriels numériques. En tout cas, la technologie a beaucoup contribué. La technologie numérique, par exemple, a contribué à tout ce changement que nous vivons actuellement. Il faut que ça se poursuive. On est vraiment très optimiste qu'il y a encore de l'avenir, surtout au niveau de cette idée de personnalisation où les intelligences artificielles recueillent les données d'un enfant, puis après un certain temps peuvent faire des équations et identifier les entrées priorisées par cet enfant-là, les entrées qui le stimulent, qui l'amènent à apprendre à lire, par exemple, et lui proposer, peut-être qu'il y a déjà des livres qui proposent ces entrées-là spécifiquement, et on orienterait le parent à aller vers ces livres-là. C'est intéressant. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Moi, je suis optimiste. Quelles sont les perspectives pour l'avenir avec VACOC Calm MS? Je vois très bien le développement d'une interface avec nos 11 entrées sera incontournable. Ça marche pas vite dans les milieux d'innovation. Mais nous sommes certains et certaines que c'est incontournable, ces entrées dans l'activité humaine. C'est tellement ce que nous sommes. Actuellement, nous envisageons des intelligences artificielles, mais on voit très bien que la différence entre ces intelligences et nous, c'est ce que nous proposons, les 11 entrées.
les entrées sensorielles et les gestes mentaux. Alors, qu'est-ce que nous voyons également pour le futur? Évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, des interfaces plus intuitives. Pour Vac Calm, ça prendrait une interface intuitive. Les interfaces des appareils numériques doivent être conçues pour être simples et adaptées aux jeunes enfants. Et également, dans toute l'activité humaine, qu'on puisse prendre en compte les entrées. Actuellement, je travaille sur l'innovation médiatique, puis on voit très bien que dans ce domaine, nos 11 entrées sont incontournables. Pas que c'est des choses très très nouvelles, mais les gens le font sans le savoir. Alors nous réorganisons ces entrées afin qu'elles soient disponibles et enrichissent les activités que l'humain reçoit, avec lesquelles il chemine, il grandit. Ça prend des contenus pédagogiques de qualité. Si on tient compte de nos entrées, c'est sûr qu'on va certainement se mettre sur le chemin de la qualité sur le plan pédagogique. Il y a aussi la nécessité d'une collaboration entre les différents acteurs. Les chercheurs comme moi-même, Maria Montessori et d'autres au niveau de la programmation neurolinguistique, que les éditeurs, les développeurs, les enseignants et les parents doivent travailler ensemble pour créer des environnements d'apprentissage numérique ou humain sûrs et stimulants. La formation des adultes. Il est indispensable de former les parents et les éducateurs pour qu'ils puissent utiliser adéquatement les entrées VACOCALM ainsi que les technologies de manière pertinente et adaptée aux besoins de chaque enfant. Je me rappelle lorsque je faisais des présentations dans des conférences pour enseignants, des fois j'avais une centaine de personnes, 200 personnes dans la salle qui écoutaient VACOCALM. Et les questions que j'avais portaient toujours sur la complexité de VACOCALM et la difficulté de mettre ensemble la différenciation et la gestion de classe. Mais je trouve qu'il y en a qui le font. Il y en a qui l'ont fait. Moi, j'ai rencontré des choses merveilleuses dans les salles de classe. On voit maintenant qu'au niveau des maisons d'édition, là, il y a le changement. Et je me rappelle un éditeur qui me disait, ah ben, est-ce que tu sais combien ça va coûter, que ça peut coûter? Et moi, ma réponse était toujours que l'humain, ça en vaut la peine pour lui. Le tout petit là a besoin d'avoir quelque chose qui va l'accrocher à la lecture. Et les vacances calmes, à l'époque, je lui disais, ben on verra. Moi, je sais que l'avenir est ici. Et quand Maria l'a fait en 1906, c'est sûr que les gens peut-être avaient aussi des appréhensions, des critiques, tout ça. Mais où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Nous sommes rendus à la nécessité de l'inclusion. Quand on travaille, par exemple, au niveau de l'inclusion, ben, les premiers outils de l'inclusion, ce sont les entrées sensorielles. Là, on n'est pas différent. Les humains sont tous pareils. Sauf ceux qui ont des limites, par exemple, perceptuelles ou tout ça. Mais nous avons tous les 5 sens. Nous les avons. Alors, si on ne veut pas faire la différence entre les gens ou les apprenants, ben, on choisit de travailler autour des sens. La formation des adultes devient alors incontournable. Il y a la personnalisation de l'offre. Alors, de ma discussion avec ChatGPT et Gemini, surtout Gemini de Google, m'a suggéré qu'il y a 11 entrées et que ce serait possible de travailler pour arriver à une personnalisation de l'offre. Parce que chaque enfant est unique et nécessite une approche personnalisée avec VACOCALM. Les adultes doivent être capables de choisir des outils et des contenus les plus adaptés qui répondent aux spécificités de l'enfant. Et comme il me disait, Gemini, ce serait possible de ramasser les données chez l'apprenant et qu'après un certain temps, ce serait possible que l'intelligence artificielle offre, par exemple, les entrées prioritaires chez cet enfant-là. Il y a toujours des questions d'éthique, on en a parlé, qui va
ramasser les données, l'enfant aura quel âge, comment ça va se passer. Mais j'avais entendu la difficulté chez les enseignants de gérer les différentes entrées en salle de classe. Mais j'ai vu des merveilles. Il y en a qui ont utilisé les entrées pour différencier leur enseignement et leur apprentissage. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui me dit la personnalisation, puis j'ai toujours pensé à la personnalisation. Si c'était possible d'avoir un outil qui nous dit cet enfant ici, pour la lecture, voici les entrées qu'il privilégie, et c'est sûr, en allant avec ces entrées-là, on l'intéresse, on le stimule, il participe, il apprend. Mais je pense que maintenant que c'est l'intelligence artificielle qui m'en parle, j'ai de l'espoir que nous allons y arriver. On a parlé de la limitation des écrans. Pas d'écran avant 2 ans. Moi, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, quand je faisais ma recherche autour de 2006-2009, je n'avais pas des écrans en tête. Pour moi, différencier avec les entrées, c'était vraiment créer des situations, des outils que l'enfant manipule en utilisant ses sens. Mais j'avais aussi quand même flirté avec l'idée de créer un jeu vidéo parce que j'avais pris Vacocam, je l'ai appliqué au niveau de l'apprentissage de l'orthographe et j'ai vu à ce moment-là que l'entrée ludique, les élèves l'adoraient, facilitait l'apprentissage de l'orthographe. Vous savez, lorsqu'ils font la segmentation syllabique, la segmentation phonémique avec des petits cubes sur la table, ben, ça les aidait beaucoup. Et les enseignants me disaient, ben, écoute, Marjaka, oh non, comment est-ce qu'on va procéder pour gérer ça en situation d'apprentissage? Mais à la maison, les parents aimaient ça parce que durant ma recherche, les enseignants faisaient une démarche d'apprentissage de l'orthographe et dans cette démarche-là, il y avait différentes entrées. C'est-à-dire que chaque classe choisissait les entrées pour faire sa démarche en orthographe. C'était formidable. Et je pense que c'est un projet qu'il faudrait, en tout cas, rendre international pour tous les enfants. Alors, mais l'avenir, moi, j'ai toujours de l'espoir. On a 11 entrées. Actuellement, on se rend compte qu'il y en a, en principe, 4 qui ont fait leur apparition dans les livres de lecture pour les tout-petits. L'entrée visuelle, auditive, tactile et ludique. Si on parle de tout petits de 3 ans à 5 ans, on peut encore dire qu'au niveau des écrans, l'informatique, le numérique offre quand même de très belles activités avec l'entrée cognitive chez l'enfant de 3 à 5 ans. Il y a des quiz, il y a pas mal de bonnes choses qui se passent dans ce domaine-là. Mais j'en ai pas beaucoup parlé ici à cause de cette limite chez les 0 à 2 ans. Parce que moi, en faisant cette mini-recherche, j'ai visé davantage des enfants de 8 mois à 2 ans. Donc, il y a de bonnes choses qui se font. Regardez mes autres présentations sur ma chaîne. Vous verrez les belles maisons d'édition qui nous offrent des merveilles. Les jeunes sont plus motivés. Moi, je l'ai vu. Les parents m'en ont parlé. Il met son petit doigt sur le cercle. La musique sort du livre. Il peut caresser le poil du chat au niveau tactile. C'est formidable. Il a une tâche à faire quand il commence la lecture. Il peut aller choisir ses livres. Et devinez quoi? Chaque fois que le petit là de 8 mois à 2 ans allait choisir le livre, sont toujours ces livres-là qui ont innové avec les 4 entrées dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a de l'espoir. Merci. Avant de conclure, examinons une dernière fois cette voie pour les activités de lecture, d'apprentissage et d'enseignement chez les tout-petits. Nous avons des entrées pour préparer toute activité pour l'humain afin qu'elle l'intéresse et lui permette d'atteindre le but visé. Comme chef d'orchestre, l'éducateur utilise les entrées pour rejoindre
tous les apprenants, du fait qu'ils sont regroupés par âge, ont les mêmes sens et des caractéristiques similaires. Maria Montessori nous a proposé en 1906 les entrées VAKT, visuel, auditif, kinesthésique et tactile, 3 sens, la vue, l'audition, le toucher, et une entrée kinesthésique. Marie Jacquard, en 2009, nous propose 11 entrées. VAKT calme, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, tactile, cognitif, affectif, ludique, métacognitif et la métacognition stratégique, qui inclut les 4 de Montessori et évidemment les 2 autres sens, le goût et l'odorat, qu'il ne faut pas laisser en arrière. Jadis, durant la lecture au tout petit, le parent informé incluait les entrées dans l'activité et lisait le texte pour l'entrée auditive. Sans cette lecture du parent ou de l'éducateur, l'entrée auditive, comme toutes les autres, était implicite. De nos jours, les écrans rendent cette entrée auditive explicite du fait que l'enfant appuie sur un bouton et écoute la lecture du texte. Seule l'entrée visuelle était explicite car l'enfant, sans limite visuelle, comprend un texte qui respecte ses limites intellectuelles. Depuis le début du 3e millénaire ou du 21e siècle, les tout-petits ont explicitement dans certains livres les entrées auditives tactiles ludiques. La technologie, même s'il faut limiter les écrans, offre explicitement surtout l'entrée cognitive. Nous proposons une série de merveilles chez les maisons d'édition qui ont innové dans ce domaine et la différenciation des entrées explicites en lecture chez les tout-petits. Il y en a plus sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez aussi le résultat de nos dialogues avec Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Elle propose une personnalisation de la différenciation avec les entrées. Une titanesque besogne pour l'humain, mais possible avec l'aide de la technologie, surtout des intelligences artificielles. Il y a de l'espoir. Hein? Avant de conclure, j'ai souvent répété qu'il y a de l'espoir et que je suis optimiste. Nous réfléchissons maintenant sur ce qui a changé dans cette offre en lecture chez les tout-petits. Est-ce la forme? Est-ce le comportement des parents? On aimerait bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez les enfants? Est-ce que les maisons d'édition ont fait quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux? Mais c'est ce que nous allons voir. Pour conclure, nous vous rappelons que nous avons parlé de l'innovation dans l'offre en lecture chez les tout-petits, que ce soit à la maison ou à l'école ou dans les loisirs. Alors, les entrées VAKT calme offrent un potentiel immense pour stimuler l'apprentissage des jeunes enfants, en particulier en matière de lecture. Cette approche multisensorielle qui intègre les 5 sens, la vue, l'audition, le goût, l'odorat et le toucher, et 6 gestes mentaux, l'entrée kinesthésique, cognitive, affective, ludique, métacognitive et la métacognition stratégique, accélère l'acquisition des habiletés et potentialités essentielles à cette étape cruciale de l'éveil à l'écrit, soit en lecture et en écriture. Une formation continue de tous les intervenants ainsi qu'un soutien accru aux maisons d'édition sont indispensables pour favoriser l'innovation dans les livres pour enfants. L'idée d'intégrer les dernières découvertes scientifiques, comme les concepts de physique quantique, dans les outils pédagogiques est particulièrement prometteuse.
Comme le souligne le ministre de l'Éducation du Québec, l'éveil à la lecture commence dès le plus jeune âge et se nourrit d'expériences quotidiennes. Il est donc essentiel de poursuivre cette dynamique en développant davantage d'entrées Vacocalm MS, tant dans les livres pour tout petits que pour les élèves du primaire. Les humains ont fait des progrès et songent même à la découverte d'un sixième sens susceptible de leur permettre de communiquer, de percevoir et d'interagir avec l'infiniment petit et l'invisible. Il faut poursuivre cette innovation avec une interface Vacocalm MS du Dr Handy. Merci. Nous allons vous quitter avec l'entrée ludique et l'entrée auditive. Bien sûr que ça va aller de soi. Hein? Peut-être rire un peu au niveau ludique, aller chercher de l'humour et peut-être une petite chanson. La lecture chez les tout petits, c'est important, la différenciation, les entrées de Vacocalm vous aideront à les accompagner. À bientôt.